Chaque troisième lundi du mois, Corinne Wallach se rend à Vero Beach, à 250 km au nord de Miami. C'est dans ces champs d'agrumes, à perte de vue, que poussent les fameuses oranges et pamplemousses de Floride. Alors nous allons rencontrer Timothée Salin, qui est donc, ils sont producteurs d'agrumes en Floride. Ce sont les plus gros producteurs d'agrumes. Et là nous arrivons au bureau, donc il y a déjà des vergers tout derrière. D'ici partent chaque jour 350 tonnes de fruits envoyés dans le monde entier. C'est une entreprise familiale, des Français venus il y a 40 ans jouer directement sur le terrain des Américains. Bonjour. Bonjour Timothée. Vous allez bien? Ça va bien? Aujourd'hui, c'est Timothée, le fils, qui a repris les rênes de l'entreprise. Et s'ils sont numéro 1, c'est entre autres grâce à l'excellente notation de leurs fruits sur une échelle de 1 à 10. Dans ce cas-là, c'est un 10, donc c'est le meilleur goût. Et c'est déterminé par les prises de sucre et d'acidité. Donc on a une mesure objective qui nous dit ce pamplemousse sera parmi les plus délicieux, car c'est un 10. Il y a de fortes chances que les oranges et pamplemousses que vous achetez en France viennent de ces vergers. Oh, c'est fantastique. L'odeur, c'est tellement puissant et tellement délicat. C'est extraordinaire, il n'y a aucune amertume. C'est super. Et si Corinne n'hésite pas à faire l'aller-retour une fois par mois, c'est parce qu'elle y trouve les meilleurs fruits pour ses confitures à la française, qu'elle vend en ligne sur les réseaux sociaux. Donc on va fabriquer de bonnes confitures. Merci Timothée, sincèrement. À bientôt. Miami, à 10 heures de vol de Paris, perle de la Floride et du tourisme mondial, avant que le Covid, il y a un an, interdise au reste du monde de venir ici. Mais en réalité, le confinement strict, tel que nous le connaissons en France, n'a pas existé à Miami. Il y a énormément de touristes en ce moment qui viennent des États-Unis justement pour éviter le froid de Chicago, de New York et tous ces États qui sont encore confinés. Laisser la Floride ouverte, une décision politique de son gouverneur. Miami a donc rapidement renoué avec une fréquentation digne des années pré-Covid. Pratiquement sans restriction et souvent sans masque, sauf à l'intérieur. Alors que le reste du pays est toujours fermé, l'attractivité de Miami n'a jamais été aussi forte. Tout le monde est en train de venir vivre à Miami. Ça devient vraiment un endroit incontournable. Une situation presque unique au monde qui offre à des Français l'opportunité d'exprimer leur talent dans le domaine où ils excellent, la cuisine. Il m'appelle à moi pour soit des dîners d'affaires, soit des dîners de famille. Et là, ce soir, c'est vraiment un dîner vraiment high level. Des marques historiques françaises qui mélangent luxe et gastronomie dans un concept unique. Tous nos verres, du simple verre d'eau à la coupe de champagne sera servi dans un verre baccarat. Aux artisans et restaurateurs, ils étanchent à leur manière la nouvelle soif de goût et de saveur des Américains, exacerbée par la Covid. Ils n'aiment pas faire la queue. Il faut acheter, il faut s'en aller. Sauf que chez moi, oui, il y a des moments où il y a la queue, bien sûr. Qui sont ces Français qui nourrissent Miami, comme si la pandémie n'existait pas. Zone artisanale de West Miami, nous retrouvons Corinne dans sa cuisine de production. Elle vend depuis 6 mois sa confiture sous sa marque, Madeleine et compagnie. De la Floride en pot. Donc on remplit bien les pots, on va jusqu'au col. Pamplemousse de Floride, orange, citron. La commande du jour, 50 pots au fameux pamplemousse pour un restaurant. Prix à l'unité, 17 €. Elle en écoule en moyenne 1500 par mois. Et elle contrôle le pH de chaque production. Alors là, on a l'acidité. Une bonne confiture doit être à 3,3. Donc là, on est un petit peu en dessous parce qu'on travaille les agrumes, donc c'est parfait. Vice-championne du monde de confiture 2019 en France, Corinne joue la carte du savoir-faire artisanal français, jusque dans l'emballage. Mais pour réussir ici, il a fallu aussi qu'elle s'adapte au goût des Américains. Lorsqu'ils font un barbecue l'été, en général, ils font cuire les pêches sur le barbecue, ils les font rôtir et ils mettent du sucre et de la cannelle. Donc, j'ai fait exactement la même chose et les Américains l'adorent.
Si s'adapter au goût américain est une des clés, Mathieu, lui, a choisi une stratégie opposée. Si quieres, tu puedes cocinar la caracol, le twist et le apricot. Dans sa boulangerie-pâtisserie du quartier de Doral à l'Est, il impose la France à Miami. Une recette risquée, mais qui a l'air de fonctionner. Ils savent notre qualité de pain, ils savent notre qualité de viennoiserie, notre qualité de plat salé. Quand il y a de la qualité, il y a du monde. Dès l'ouverture à 8h pétantes, les 15 tables de l'établissement, qui fait aussi restaurant, sont occupées dans une ambiance qui ne trompe pas le visiteur, dont l'opinion est unanime. C'est absolument délicieux. Un croque-madame. Vraiment, c'est le meilleur endroit pour manger français dans le coin. On vient ici presque tous les week-ends. C'est vraiment bon. La béchamel est à tomber. Moi, j'ai commandé des croissants. Ce sont les meilleurs de Miami. Si Mathieu a gagné la réputation de fabriquer les meilleurs croissants et baguettes en ville, c'est qu'il a un secret, les matières premières. Il fait venir sa farine et son beurre directement de France. Voilà, c'est feuilleté, c'est croustillant, et puis c'est surtout développé, quoi. C'est ça qui est très important, l'alvéolage, l'aération dans un croissant, puis le goût, hein. Ah, ça sent le beurre, ça sent le beurre, ça sent le bon blé, donc la bonne farine, voilà. C'est ça le savoir-faire français, voilà. C'est toute une origine, c'est toute une tradition. Issu d'une longue lignée de boulangers de Royan, Mathieu Cartron, 41 ans, dont 27 passés à faire du pain, a ouvert la crocantine il y a tout juste un an sur un constat. Difficile de trouver une bonne baguette à Miami. On arrive dans un supermarché comme Walmart, qu'est-ce qu'on a à l'entrée? C'est des millions de baguettes, et bien sûr, il y a marqué French baguette, hein, mais bon, c'est pas... Elles sont grosses, elles ont de la mie, elles n'ont pas de goût, c'est des farines qui sont traitées, c'est rempli de pesticides. La tradition veut également qu'on cuise le pain sur pierre, même le four est français. Pourquoi le boulanger tient tant à l'origine de ses ingrédients? Il nous le démontre par un test. À gauche, une baguette pétrie avec une farine française. À droite, une farine américaine. Jusque-là, elles ont l'air identiques. Voilà, ça c'est notre intrus. Alors on va l'emmener, on va la découper, comme ça on va voir. Là, on sent quelque chose? Non, on sent rien. Et là, on sent quoi? Ça croustille. La différence est encore plus flagrante en les découpant. Là, vous voyez les différences, là? Ça c'est le baguette américaine que vous trouvez dans les supermarchés. Ça ressemblerait plus à du pain de mie. Et là, vous avez la baguette tradition française, la vraie. On voit la différence, alvéolée avec une mie qui donne envie, quoi. Puis un goût. Résultat, les Américains font même chez Mathieu quelque chose qu'ils ne supportent pas d'ordinaire. Ils font la queue. Je peux vous dire un truc? Je vous aime. Entre croissants, pain au chocolat et baguettes à 2 €, le boulanger écoule environ 300 pièces quotidiennement, sans compter la pâtisserie. Sa réputation s'est répandue comme une traînée de poudre, si bien qu'aujourd'hui, il livre partout en ville. Alors là, on s'en va faire la livraison du gâteau et de la viennoiserie qui s'en va sur un yacht pour l'anniversaire de Carla, apparemment. Voilà, pour 10-15 personnes. Sans restrictions liées à la Covid, ce genre de fête est ici monnaie courante. Buena suerte. Bye, bye, bye. Retour à la maison. Moi, je serais bien resté sur le bateau quand même, hein. Avec la pandémie, Miami est devenue la destination numéro 1 des fortunes new-yorkaises et californiennes, lassées par le confinement qu'elles subissent. Une aubaine pour Benjamin, chef privé français. Can I have one branzino? Du bar entier? Please. Is a fresh product? Sure. Hein? Benjamin Khalifa, arrivé en quart de finale de Top Chef saison 2010, parvient désormais à se faire une place au soleil. Demain soir, j'ai un gros dîner de 6 personnes avec on va dire des personnes qui connaissent vraiment la nourriture, donc il faut vraiment sélectionner les meilleurs produits. Avant chaque dîner, le chef fait lui-même ses courses. Il choisit toujours ce supermarché 100% bio. Pour moi, c'est le meilleur supermarché où tu peux trouver on va dire des produits équivalents à la France. Équivalent du point de vue du goût. En revanche, question prix, c'est 2 fois plus cher. Pour son demi-caddie, la note est salée, 310 €. Thank you, my friend.
Bye. Heureusement pour Benjamin, les courses sont à la charge de son client. Voilà, les courses sont terminées. Maintenant, je vais vous emmener chez mon client. Il s'agit de New-Yorkais qui viennent de déménager. Ils travaillent dans la finance et ont élu domicile en haut de cet immeuble, face à la mer. Vous ne verrez pas les clients de Benjamin. Ils nous ont laissé filmer chez eux en contrepartie du respect absolu de leur vie privée. En revanche, nous avons pu évoluer librement dans leur penthouse. Un petit bijou à 12 millions d'euros. Donc il m'appelle à moi pour soit des dîners d'affaires, soit des dîners de famille. Et là, ce soir, c'est vraiment un dîner vraiment high level. Arrivé fin 2018, Benjamin a mis 2 ans avant de s'imposer sur un marché qui compte une dizaine de chefs privés français. Aujourd'hui, il marche à plein régime. Ces clients-là, ils me prennent aussi le vendredi. J'ai une autre famille qui me prenne le mardi et le mercredi. Également le jeudi. Et puis, en général, le week-end, c'est plus pour des dîners comme ça, juste dîner d'anniversaire, vous voyez. Benjamin facture chaque prestation 1 000 €, un tarif qui semble élevé, mais qui reste inférieur à la concurrence. Fidéliser le client contraint le chef à varier le menu en permanence. Ce soir en particulier, il doit impressionner la galerie. Nous avons en pièce cocktail un mini chou farci avec une mousse de saumon et aneth. Deuxième type d'amuse-bouche, petite raviole croustillante de potiron. Ensuite, troisième type d'amuse-bouche, petite tartelette avec tomates caramélisées et crevettes croustillantes. Et comme plat principal, le bar, acheté ce matin. On va faire mariner nos petits filets de bar. Juste 16 de citron vert, sel, poivre. Voyez, regardez-moi ça, super. Puis le chef nous montre l'entrée qui fait mouche, c'est cannelloni de courgettes. Vous allez tout simplement donc prendre les petites lamelles de courgettes. On va bien évidemment saler et poivrer. Il les farcit avec un mélange de menthe, ricotta, pignon de pin, huile d'olive et citron. On va mettre ça un tout petit peu au congélateur pour mieux, après, tout simplement découper et égaliser. Chez ce client, c'est Top Chef, 2 fois par semaine. À la moindre fausse note, Benjamin peut être éliminé. Et si le contenu de l'assiette est important, la ponctualité l'est tout autant. Bah là, le compte à rebours est lancé, donc il faut juste que je me dépêche. Traditionnellement, les Américains dînent tôt. Les clients de Benjamin aussi, à 18h30 précise. Aucun retard n'est toléré. J'ai plus qu'à adresser mes amuse-bouches, à terminer 3 petites choses, et après les clients, ils vont arriver. Ça y est. Avant le service, le personnel de maison procède à un ultime nettoyage et dresse élégamment la table à la française. This is for my appetizers, main course et desserts. Les clients sont attablés. Benjamin nous présente son entrée avant de l'envoyer. Ça, c'est un cannelloni de courgettes avec une chlorophylle d'herbe, petite carotte glacée, mousseline de petits pois à la menthe et une vinaigrette aux herbes fraîches. Sophistiquée, légère et moderne à la fois, l'excellence culinaire française a l'air de convenir. Le chef veut s'en assurer. Et we see it's good? Super. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Avec une population de 7 millions d'habitants et un revenu moyen de 3 700 € mensuels, les habitants de Miami ne se privent pas de restaurants. Ils se tournent vers les petites cantines françaises qui se démarquent par leur niveau d'exigence, comme le Café Bastille. How are you? Good? How are you? Okay, so let's go for a big day. 7 heures, Estelle et Ben ouvrent leur établissement. Et on va mettre la musique, ça motive les équipes. Et après, on peut y aller pour ouverture, mise en place du restaurant. On sort toutes les tables, on prépare le restaurant pour ouvrir dans une trentaine de minutes. Estelle gère les 300 mètres carrés du café avec un souci très aigu du détail. Chaque détail compte. J'ai quelques tocs ici, ils se moquent un peu de moi, c'est les toilettes et les coussins. Je fais une obsession avec, il faut que tout le temps ça soit propre, aligné. Donc là, on fait le petit check des toilettes. Alors on allume la lumière bleue, hop, on met les tableaux droits. On a mis une lumière bleue exprès parce que c'est de la peinture fluorescente et en plein jour, ça fait ça. Et toutes les heures ou voire même toutes les demi-heures, il y a quelqu'un qui vient les nettoyer
parce que le sol est noir et blanc et dès qu'il y a une trace de pied, ça se voit. Et c'est vrai que c'est mon deuxième TOC. Je supporte pas les toilettes sales. Un TOC qui vient de sa formation à l'école hôtelière Vatel de Paris et des 3 ans passés au Royal Monceau, un des 12 palaces de la capitale. Un parcours d'excellence à la française qui rejaillit sur le personnel. C'est incroyable, ils sont très soucieux du détail. Même ici, dans ce petit café, tout doit être parfait, tout doit être aligné, symétrique. Et on cherche toujours à s'améliorer. Le couple est arrivé à Miami en août 2019. Il a choisi cet ancien restaurant situé dans le quartier d'affaires. Et il a tout changé, sauf le nom. C'est très française, avec une petite touche américaine, bien généreuse, parce que ici, on mange bien. Sur la carte, des crêpes, des gaufres, des omelettes, une formule à la parisienne, adaptée au goût américain. Morning, guys. Est-ce que vous êtes ouvert? Yes. 8 heures, le café accueille ses premiers clients. Estelle contrôle systématiquement les assiettes qui sortent de la cuisine, une exigence qu'elle a appris au Royal Monceau. Voilà, ça c'est nos bénédictes, c'est les assiettes qui cartonnent le plus. Donc les bénédictes, petites touches françaises, on les fait sur des croissants. Voilà, on vérifie que tout est nickel, tout est propre, et les assiettes elles peuvent partir après. Dès le début, elle a voulu se démarquer en imposant une qualité aux normes françaises, inhabituelle dans ce genre d'endroit. Guys, missing powdered sugar on this one. Powdered sugar. Thank you. Ben, qui gère les prix, propose un brunch à 25 €. En moyenne, 5 € de moins qu'ailleurs en ville. Et il renouvelle sa carte tous les 3 mois. Les Américains ont sans cesse besoin de nouveautés. Le couple l'a parfaitement intégré. Donc là, c'est les derniers essayages. Il faut que le menu soit parfait. Demain, on sort cette nouvelle assiette. Donc là, on a de la ratatouille à la française, un petit peu épicée, 2 œufs sunny side up, donc avec le jaune qui fait face, persil et coriandre, et c'est parti. Et le petit toast qui va avec quand même, parce qu'on reste quand même un peu français et on veut bien saucer le tout. Dernier atout du couple, une obsession de la fraîcheur des produits. Il y a les goûts, les couleurs, le visuel, on est bon. On se fait livrer les produits tous les jours, c'est-à-dire que tout ce qui est légumes, fruits, voilà, les produits extrêmement frais. Ils arrivent. How are you? Je vais bien. Good to see you. Et puis le plus important, c'est que le chef, au moment de la réception, contrôle la qualité. C'est d'ailleurs le point commun des Français de Miami et ce qui les démarque de la concurrence. Donc voilà, là on vérifie la qualité. On s'assure que voilà, le doigt puisse un petit peu rentrer dedans, comme ça on sait qu'il est parfaitement mûr. Ça c'est quelque chose aussi, nous les Français, on sait reconnaître une bonne tomate. Je sais pas si c'est dans nos gènes, mais nous, on connaît le fruit de la terre et on sait à quoi ça doit ressembler. Si Estelle et Ben se fournissent localement, il est des produits qui n'ont pas leur équivalent en Amérique. C'est le cas du rosé français. Les États-Unis sont devenus le premier consommateur de rosé dans le monde, surtout depuis que Brad Pitt s'est mis à en produire avec son propre domaine, dans le Var. Les supermarchés consacrent au rosé des rayons entiers, et météo aidant, Miami est à la pointe de cette tendance. Hey George, how you doing? Good. All right. So, did you take the tasty for the bistro yet in the truck? Non, elles sont là. Okay, perfect. Jenny, 42 ans, installée depuis 20 ans à Miami, importe du vin français, et plus particulièrement du Côte de Provence rosé. Chaque matin, elle s'assure que les commandes de la veille sont bien livrées. Don't forget to drop the case of rosé also for the new account. Je les ai déjà prises. Ok, perfect. Thank you so much. Aujourd'hui, c'est une très grosse journée. On a à peu près 18 commandes. Donc 18 commandes, un minimum de 4-5 caisses par commande. Donc comme vous pouvez le constater, là il est en train de préparer les commandes du sud. Après il revient faire les commandes pour le nord. Comme elle n'est pas la seule sur ce marché particulièrement disputé et concurrentiel, elle livre personnellement ses meilleurs clients afin de les fidéliser. Thank you. Take care. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un client parce qu'il a changé son menu. J'ai une petite livraison à faire de 2 caisses également chez ce client. Donc c'est un Lyonnais qui est installé depuis plus de 5 ans à Miami. Dans les bons mois, Jenny écoule jusqu'à 16 000 bouteilles, l'équivalent de 1300 caisses de 12. Une demande partie de rien et qui a quadruplé en 5 ans. Alors avant le rosé, il n'y avait rien. Enfin si, il y avait un truc, le White Zinfandel, qui existe encore. C'est américain, c'est absolument imbuvable, très sucré. Ça n'a pas du tout la couleur ni la substance d'un rosé français.
Ça va et toi? Ses clients sont en majorité des restaurateurs. Quand leur carte évolue, leur demande en vin également. Je voudrais te faire goûter les moules et puis tu me dis si ça marierait bien avec le rosé. Allez, calme. Ah, sympa. Voilà, ça c'est nouveau. Il te faudrait c'est des moules marinières, un peu comme chez nous, quoi. J'ai un petit Bordeaux blanc et j'ai un nouveau rosé aussi qui vient de la fin de 2020 qui arrive la semaine prochaine. D'accord. Donc comme ça, au moins, tu vas pouvoir le goûter. Ok, pas de problème. Voilà. Nouveauté au menu de ce bistrot, des moules marinières. Même au bout de 5 ans de présence, Nicolas le patron est encore surpris par l'engouement des Américains pour les plats traditionnels français. Les Américains sont friands de la cuisine française. Exactement. Par exemple, aux États-Unis, on mange encore de la soupe à l'oignon sous 45 degrés. À Miami, quoi. En France, une soupe à l'oignon, on la mange rarement. Ici, à l'Oliver, on vend beaucoup d'escargots. Au début, quand je suis arrivé, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Merci, Jenny. Ciao. La journée de Jenny oscille entre clients convaincus et clients à convaincre. Le prochain rendez-vous est un restaurateur qui vient d'ouvrir. Celui-là, je l'ai découvert en ligne, donc j'ai été le voir une première fois et là, j'y retourne pour un testing. Voilà, pour lui faire découvrir mes pains. On serre la main, on fait comme ça. Ouais, ça va super, merci. Quentin est ouvert depuis une semaine. Jenny veut être la première à le démarcher. Elle lui propose d'abord 2 mousseux, des basiques de son catalogue. Un petit peu plus fruité, pas du tout sucré. Donc ça, c'est ça qui est bien par rapport aux autres sparkling que tu vas trouver sur le marché à ce prix-là. Donc 6,50, 6,50, voilà. Mais ce que Quentin recherche en priorité, c'est du rosé. Jenny déballe son best-seller, qu'elle est la seule à commercialiser. Normalement, il est encore assez frais. Je l'avais bien conservé, donc voilà. Donc tu vois la couleur. Et elle dispose d'un argument très convaincant, le prix. Son AOC Côte de Provence, elle le vend 8 €, bien aidée par la disparition récente de la surtaxe Trump de 25%. Donc tu sens que c'est vraiment le pur Côte de Provence, quoi. Donc ça, c'est parfait pour les fromages, pour tout ce qui est charcuterie. Ça se vend énormément avec la charcuterie, c'est marrant. Jenny joue sur du velours. Quentin n'est pas à convaincre, il commence par une commande de 10 caisses. Rosé, bonne vente sur le brunch, énormément, au frigo, en terrasse. Très grosse vente sur le brunch. Quand même beaucoup. Allez, à bientôt, Sacha. Oula, mais il pleut là. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Hein. Bye. Une des clés du succès à Miami, le rooftop. Autrement dit, une terrasse sur le toit. D'autant qu'avec la pandémie de Covid, les Américains qui ont longtemps privilégié les intérieurs climatisés préfèrent désormais manger en plein air. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'avoir un beau jardin. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent dîner à l'extérieur. Surtout à Miami, il fait soleil toute l'année. Les gens veulent être à l'extérieur. C'est une bagarre d'ailleurs. Tous les soirs, on n'a pas assez de place à l'extérieur. Les Français de Mila, le nouveau restaurant à la mode, l'ont bien compris. Ils proposent un concept de restauration unique sur une terrasse de 500 mètres carrés, la plus grande en ville. Une centaine de places assises distribuées autour d'un bassin japonais et une table particulièrement demandée. Coin un petit peu privilégié, ça fait partie des tables les plus grandes du restaurant. On peut asseoir environ 12 convives, entourés de plantes. Autre endroit très prisé sur le rooftop, le bar. Ça, c'est vraiment le bar mixologie. Bon, bien sûr, on va chercher les alcools les plus rares au monde. Grosse demande. C'est plusieurs centaines de cocktails par soir. Ouais. La mixologie, le mot-clé. Il s'agit de mélange des alcools et des cuisines dans un décor à mi-chemin entre les îles grecques et le minimalisme japonais. Marine et Grégory, les patrons, ont mis 6 ans avant de mettre au point leur concept, en s'écartant d'une formule 100% française. Si on applique une recette française et qu'on l'amène aux États-Unis, ça ne veut pas dire forcément que ça va être un succès automatique. Il y a une adaptation et une recherche et une compréhension aussi du client américain. Ce qui est proposé aux clients, c'est la fusion de 2 cuisines, japonaise et méditerranéenne. Alors, tous les soirs, on fait un petit testing juste avant le show, juste avant que généralement les clients arrivent. Allons-y. Des plats constamment renouvelés par le chef et testés. Ça, c'est mon plat préféré. Du loup mariné dans du miso, nappé d'une sauce vierge. On a essayé de cuisiner ce plat pour qu'il convienne au plus grand nombre. Ce qui est intéressant au niveau des plats, c'est qu'on part avec une présentation quand même relativement japonisante. Et en fait, avec le ricotta, le pesto et la manière dont on travaille la tomate,
on se retrouve finalement dans le sud de la France, un peu dans l'Italie. Mais en fait, c'est ce qu'on aime faire. Le restaurant est une entreprise de 200 salariés. Il n'ouvre que le soir et le week-end. Chaque jour avant l'ouverture, le chef recadre le service. Côte de bœuf, faux filet, les commandes de viande au grill, c'est 30 à 35 minutes d'attente. À point ou bien cuite. C'est normal. Invitez le chef de rang à en parler directement aux clients. Michael est le manager général, français également. L'agencement du restaurant, c'est lui. Les clients, dès qu'ils arrivent, c'est la première chose qu'ils voient. Les produits frais, les poissons, les huîtres, tous les fruits de mer. Les clients peuvent voir vraiment tous les produits être préparés à la minute. À Miami, je pense qu'un restaurant ne peut plus fonctionner sans avoir un petit peu de vibe. Il faut que le restaurant soit cool, il faut qu'il y ait de la bonne musique, il faut que l'éclairage soit parfait, le décor. C'est un ensemble. Un restaurant ne peut plus fonctionner simplement avec une bonne nourriture. 18 h, les premiers clients arrivent. Bonsoir. Parmi eux, des Français qui ont réservé il y a 3 semaines. Très bien. Pour 2 personnes, c'est ça? C'est le délai moyen pour obtenir une table à l'extérieur, sur la terrasse. C'est la 2e fois qu'ils viennent. On aime beaucoup et c'est pour ça qu'on revient, parce que c'est un nouvel endroit et la terrasse est magnifique et on aime la cuisine, on aime l'ambiance, et c'est de qualité et on revient. Voilà. Plus qu'un dîner, ce restaurant propose un spectacle culinaire. C'est sa marque de fabrique. Je te laisse regarder. Comment voulez-vous votre viande? Medium, yes. Un show à chaque étape du repas. Premier acte, le guacamole, préparé sous les yeux des clients et posé au milieu de la table, comme du reste toutes les entrées. Alors là, il y a des sushis de saumon, thon, de l'avocat et après du thon encore. Fini l'assiette individuelle, place au partage. Ça permet de goûter plein de petits plats et d'avoir des saveurs différentes et de partager aussi, parce que c'est agréable de partager ces plats. Deuxième acte, le bar flambé, au centre de la table, là aussi. Visuellement impressionnant. Donc il arrive déjà cuit au grill et là il le flambe, je crois que c'est avec du pastis qu'il le flambe. C'est à la fois croustillant dessus et tendre à l'intérieur. Avec ce petit goût d'alcool pastis flambé, c'est excellent. Arrive le fameux cocktail préparé par un mixologiste. Il s'agit d'un whisky. Alors c'est un whisky japonais avec du jasmin et fumé au romarin. La préparation est agréable à voir et c'est aussi délicieux à boire. 21 h, le bar à cocktail comme prévu est plein à craquer, tout comme le reste du rooftop. Pendant qu'au milieu du bassin japonais se déroule le 3e acte, un spectacle vivant. Un dîner chez Mila coûte en moyenne 135 € par personne, le prix d'une expérience unique.